Ok, donc on va y aller. On va étudier un exemple et faire un exemple ensemble. Donc, dans un premier temps, on va recevoir une demande qui va tomber par mail. Voilà. Donc, on essaye de répondre en général, le plus rapidement possible, avec la nuance que si on est sur des tâches prioritaires, urgentes, on peut finir de les faire. Dans ce cas-là, on répond tout simplement qu'on a bien reçu le message et qu'on reviendra le plus rapidement possible. Ça prouve qu'on est réactif, même si on a d'autres choses à faire dans un premier temps. Au moins, ils savent qu'on a bien lu leur message et qu'on est sur le coup pour leur répondre le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc ici, un exemple de demande qu'on peut recevoir. En général, qu'est-ce qu'on trouve dans une demande de proforma? On a l'armateur qui nous contacte pour nous donner un cargo, un tonnage et des demandes spécifiques, généralement sur les restrictions à quai. Ils veulent vérifier si le bateau est bien acceptable sur le quai, et ça va être notre travail de les rassurer ou de confirmer que le navire ne peut pas venir. En général, c'est assez rare. Une description du navire accompagne le message automatiquement, donc soit dans le corps du message, soit en pièce jointe. On va se baser là-dessus, nous, pour prendre une trame de dossier navire qu'on va utiliser uniquement pour faire le proforma dessus. Donc on va voir ensemble comment on fait. Voilà. Donc je vais aller ouvrir le serveur FASA. Voilà. Et je vais aller ici dans Proforma DA et dans les trames. Donc 2024, les trames en cours. Ici, je vais bien sélectionner la bonne trame qui correspond au cargo et au quai demandé. Voilà, donc ici, je sélectionne celle-ci, je la copie, je reviens en arrière et je vais dans Proforma demande pour la coller ici. Et ensuite, je vais renommer le proforma, toujours de la même façon, pour pouvoir les retrouver facilement ensuite, et pour pouvoir avoir des références lorsqu'on recherche des proformas qui auraient déjà été effectués par le passé sur des marchandises similaires, que ce soit pour avoir un guide, pour avoir une référence des réponses qu'on a pu faire sur les restrictions, dont on peut s'inspirer pour pouvoir répondre plus rapidement. Donc c'est toujours bien de renommer le proforma de manière assez précise, en précisant le quai ainsi que la marchandise. Est-ce que c'est un chargement ou un déchargement? Donc je ne sais plus exactement, je vais aller revérifier sur la demande. Il s'agit de Sunflower Seeds, 15 000 tonnes, Katia ATK. Donc Sunflower Seeds, 15 000 tonnes. Voilà, donc là, on a récapitulé sur le titre du proforma l'ensemble des caractéristiques principales du proforma. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, on utilise une trame navire pour faire le proforma, mais du coup, comme on fait juste un proforma dessus, on va juste remplir les cases vraiment essentielles pour pouvoir avoir sur l'onglet proforma, donc le proforma qui se dessine tout seul en faisant des pointages, en utilisant toutes les formules qu'on a pu rentrer dans le système, dans le fichier Excel, qui va nous donner un proforma qui va se calculer automatiquement quasiment. Donc ici, on va juste remplir le nom du bateau. Voilà, on remplit rien d'autre, on remplit juste les dimensions et ici la quantité de produits dans le cadre d'un chargement ou d'un déchargement. On fait bien attention à ne pas se tromper de case en fonction de si c'est donc un chargement ou un déchargement. Ok, donc je retourne sur mon message, je vais chercher la longueur du bateau, la LOA, donc Length Overall, c'est la longueur hors tout du bateau. On fait bien attention à ne pas confondre avec la longueur entre perpendiculaires, LBP, Length Between Perpendiculars, parce qu'en fait c'est pas la même longueur, et pour que le calcul se fasse bien et que le montant soit correct, il faut qu'on ait la longueur hors tout qui est plus importante que la LBP. Donc ici on précise bien 169,37. Voilà. Ensuite la largeur du bateau, donc c'est la BIM,
qu'on peut aussi voir appelé parfois breadth, c'est la largeur du bateau, parfois width, mais plus rarement. Mais c'est vrai que on connaît la largeur plutôt sous le nom de width, mais dans le maritime, quand on parle d'un navire, on parle de beam ou de breadth, B-R-E-A-D-T-H. Ok, donc on récupère cette valeur-là. Ok. Le draft, donc c'est la tirant d'eau été du bateau. Donc il faut faire attention, c'est pas forcément le plus facile à trouver. En général, le draft se trouve à côté du deadweight, ici. Donc summer, salt water. Donc ne pas s'inquiéter pour tous les acronymes qu'on peut croiser. Bon, évidemment, avec l'expérience, ça deviendra vite intuitif, mais au début, ça peut paraître un peu déroutant, parce que dans le maritime, on fonctionne beaucoup avec des abréviations, des acronymes. Voilà, l'intérêt au début, ça va être d'aller chercher l'information principale, de commencer à pouvoir naviguer dans ce genre de descriptif, sans s'attarder sur les détails qui ne sont pas cruciaux pour notre réponse. Donc ici, ce que ça veut dire en gros, summer saltwater, c'est que on parle de situation géographique dans le monde qui va avoir une influence sur la densité de l'eau, selon que ce soit summer area ou winter area. C'est pas une question de saisonnalité dans le temps, c'est plus une question de zone géographique. Bon, nous, il faut juste savoir qu'on est dans la summer area, que ce soit en été ou en hiver. Ensuite, ici, c'est sur une base de salt water, donc d'eau salée. À savoir qu'évidemment, un tirant d'eau va être moins important dans de l'eau salée que dans de l'eau douce, pour des questions de densité. L'eau douce est moins lourde que l'eau salée, et du coup le bateau s'enfonce plus rapidement, plus facilement dans de l'eau douce que dans de l'eau salée. Donc il faut toujours faire cette distinction. Nous, sur nos ports, on est en eau salée jusqu'à Nantes, et à Nantes, on est en eau douce. Donc il faut bien faire attention à ça. En anglais, on dit fresh water pour l'eau douce. Très bien. Donc ici, on va finir de remplir notre tableau. Donc on va reprendre les caractéristiques du bateau. Donc on avait le draft à compléter. Ensuite, ce qu'on indique, c'est le gross tonnage et le net tonnage et le deadweight. Donc la jauge brute, jauge nette et le port en lourd. Donc oui, la jauge brute, ça désigne toute la capacité de transport d'un navire. C'est exprimé en tonneaux. Une unité qui n'est pas forcément très parlante et ni utilisée aujourd'hui, assez rarement en tout cas. Et la jauge nette, c'est en fait la jauge brute à laquelle on déduit toutes les capacités liées à l'exploitation du navire, que ce soit les grues, les logements de l'équipage, les machines par exemple, tout ce qui ne sert pas au transport. Et enfin, et ça c'est la donnée importante, qui est beaucoup plus parlante, donc le deadweight, dont l'abréviation est DWT, et qui signifie le remport du navire, le port en lourd, plus exactement. Le port en lourd, c'est la capacité en tonnes que le navire peut transporter à son bord. Donc si on a une capacité d'emport, un port en lourd de 5000 tonnes, ça signifie que le navire peut transporter dans ses cales 5000 tonnes de marchandises, à peu près. Après, il y a d'autres considérations à prendre en compte, comme le rapport poids-volume, notamment si le volume de la cargaison est plus important que le poids, c'est-à-dire que si 1 mètre cube de marchandises fait moins d'une tonne, on va arriver à la saturation de la capacité d'un port avant d'atteindre la limite de poids. Ça, on reviendra plus en détail là-dessus. Donc voilà, on va remplir donc ces trois éléments, pardon. Voilà, le deadweight, donc on le retrouve ici, 28 467. Très bien. Ensuite, on va préciser donc le tonnage
et on va faire attention donc à être sur la bonne cellule, donc de déchargement ici. Alors, dans la demande, on a 15 000 tonnes. Ici, je mets 15 000, mais je rajoute une petite tonne parce que c'est ce qui va déterminer en pointage sur notre proforma les frais d'agence qui vont s'appliquer. Et nos frais d'agence sont calqués sur des différents paliers de tonnage. Et ici, on s'assure qu'on ne tombe pas à cheval sur un des paliers. En tout cas, que si on tombe pile à cheval sur un palier, on souhaite que ce soit le palier supérieur qui s'affiche pour éviter les mauvaises surprises. Si le navire décharge un peu plus que 15 000 tonnes, ce qui peut arriver, ce sont que des tonnages approximatifs, il faut pouvoir anticiper que notre proforma soit avec le bon montant de frais d'agence pour éviter les mauvaises surprises et les renégociations derrière. Donc on prévoit toujours, alors ça c'est un point essentiel du proforma, on estime toujours le scénario le plus cher, dans une philosophie d'éviter les mauvaises surprises pour l'armateur et de se faire couvrir du montant le plus important, l'objectif étant à la fin de l'escale d'avoir un reliquat en la faveur de l'armateur. C'est toujours plus facile dans ces cas-là de restituer des fonds plutôt que d'aller demander un complément, surtout lorsque le navire est parti et qu'on n'a plus vraiment de levier pour forcer la main à l'armateur. Enfin, forcer c'est un grand mot, mais pour récupérer les fonds, surtout quand le reliquat en notre faveur est un petit montant. Voilà, admettons 150 €. Parfois les armateurs peuvent traîner des pieds, et le risque étant de se retrouver avec un impayé après l'escale. Donc on s'assure toujours de mettre le scénario le plus cher dans notre proforma. Donc il y a différentes façons de le faire, et ça en est un, en précisant toujours l'unité supérieure au montant, à la quantité demandée, pour nous faire basculer dans le palier supérieur. Ok, donc on a finalisé notre page avec les informations essentielles pour le proforma. On touche à aucune autre case, là on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on va pouvoir basculer sur l'onglet PDA. Voilà, donc je rappelle que tous les montants qui vont être affichés ici sont pointés directement sur des formules qu'on a dans notre fichier Excel, qui sont basées sur les tarifs officiels qu'on reçoit et qu'on met à jour. Et donc lorsqu'on rentre les dimensions du navire et du tonnage, on va avoir des pointages qui vont se faire automatiquement et qui vont calculer le proforma, donc tout seul. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est compléter et habiller un petit peu le proforma. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on précise l'entête. Donc on indique ici le nom de l'armateur. Voilà, donc il s'agit de Densai. Ici en général, on met les opérations, le département. On peut mettre le nom de la personne qui nous écrit. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux. Et ici, on précise bien la nature des opérations. Alors, on décharge 15 000 tonnes de tournesol, rapeseed, c'est du colza. Voilà. Et le lieu des opérations, donc un montoir 2 ou 3. Voilà. Alors, il me reste à compléter donc les montants ici. Il y a une partie sur laquelle on doit agir manuellement. Notamment, ici, on a un onglet Proforma variable, un peu la chaudière du Proforma, où on va compléter, vérifier que les différentes informations sont correctes. Voilà, donc il faut savoir que dans cet onglet, les éléments les plus importants à vérifier, qu'il faut faire systématiquement, c'est la catégorie, le nombre de remorqueurs, aussi ajuster la BAF, donc c'est le Bunker Adjustment Factor donc du remorquage. Et il nous envoie tous les mois donc un montant qu'il faut ajouter à notre cotation, qui va s'appliquer à chaque tug, donc tug remorqueur.
Et on vérifie également ici les catégories de courtage. Donc on a ici un guide dans les deux cas pour la catégorie des droits de port. Donc si on s'attache d'abord à cet élément, les droits de port, qu'est-ce que c'est? C'est une redevance qu'on verse au port, en fonction de la taille du bateau, de la nature de la marchandise, et est-ce que c'est un chargement ou un déchargement, et à quel quai on effectue ces opérations. Donc là c'est pareil, en mettant la catégorie, ça va se calculer automatiquement ensuite, grâce à un onglet qu'on a qui est caché. Si je vois ici afficher, je peux afficher l'onglet des droits de port. Donc voilà, on reprend le tableau qu'on a reçu en tarif officiel de la part du port, et on met à jour toutes les informations. Et donc ce tableau va afficher le montant en fonction de ce qu'on va mettre ici. Donc on est bien sur la catégorie 68, autres navires escalant à Montoire et Saint-Nazaire. Donc ça désigne bien, en tout cas, le déchargement de graines de tournesol est bien concerné par cette catégorie-là. Quand on reprend les précédentes, on se rend compte qu'il n'y a pas, ça ne désigne pas cette opération. Donc on est ici sur la 68 pour les autres navires escalant à Montoire et Saint-Nazaire. Très bien. Donc il faut savoir qu'on a des trames donc, par navire et par opération, ce qui fait que en général, c'est pré-coché ou pré-rempli avec la bonne information. Ici, on a bien 68 pour les graines. Mais il faut savoir que c'est la même trame pour les tourteaux, pellets en anglais. Ça veut dire quoi? Que ici, on fait toujours attention à modifier en 62 s'il s'agit de tourteaux. Ici, on le voit bien. Et d'ailleurs, on a surligné en jaune tous les éléments d'attention qu'il faut avoir pour cette demande. Et ici, les aliments pour bétail, ça correspond bien au tourteau. Donc en anglais, on peut dire pellets ou meal. Voilà, donc on fait bien attention à choisir la bonne catégorie. Ici, on fait bien attention, donc on se laisse guider par ce qu'on a surligné en jaune. Ici, si on a un navire qui fait plus de 80 000 m3, on vérifie ici, en volume, il faudra bien cocher cette case, parce que c'est ce qui va déterminer des possibles rabais sur les droits de port en fonction du rapport poids de la marchandise portée et volume du navire. Parfois, quand les navires font du remport, c'est-à-dire possèdent en leur bord plusieurs marchandises, ou qu'ils ont plusieurs ports de déchargement, il peut y avoir un très gros navire qui vient décharger qu'une toute petite partie de marchandises. Dans ce cas-là, ça ouvre droit de manière assez logique à des réductions qui sont également automatiquement calculées dans notre onglet droit de port ici. Voilà, donc on fait bien attention à cocher ici si le navire fait plus de 80 000 m3, parce que dans ce cas-là, les règles d'obtention de rabais sont différentes, les ratios sont différents. Et ici, on précise bien le nombre de remorqueurs requis pour faire les mouvements pour ce navire. Donc par expérience, je sais qu'un navire de 170 mètres, c'est 2 remorqueurs en entrée, 2 remorqueurs en sortie. Si on a un doute, on peut retourner sur Proforma DA, ici, le dossier Proforma DA, et aller dans le fichier Tug Requirements. C'est un guide qui n'a pas valeur officielle, mais qui peut donner une très bonne tendance sur le requis des remorqueurs en fonction de si le navire a un propulseur d'étrave ou n'a pas de propulseur d'étrave, donc en anglais bow thruster. Donc ici on a catégorisé par quai et par taille de navire. Donc ça nous donne une très très bonne indication. Par contre, on recommande chaudement de systématiquement passer un coup de fil au pilotage, parce que c'est eux qui vont donner le fin mot de l'histoire. Ils vont demander quelques caractéristiques du navire, vérifier s'ils ont déjà eu ce navire dans leur base de données, et nous confirmer quelles ressources de remorqueurs il faudra prévoir. En général, c'est raccord avec ce qu'on a ici, mais il faut toujours vérifier en ce sens pour être sûr de ne pas se tromper. Donc toujours le petit coup de fil au pilotage lorsqu'on fait notre proforma. Voilà, donc une fois qu'on a terminé, qu'on a bien vérifié que tout est bien rempli dans l'onglet proforma variable, là on va remasquer les droits de port, voilà. On arrive donc à un proforma qui est quasiment finalisé. On voit ici qu'il manque une case qui doit être remplie manuellement.
parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'indique pas le nombre de cales dans les proforma variables, donc on ne peut pas calculer automatiquement. C'est vrai que ça me fait penser qu'on pourrait peut-être rajouter ici une case nombre de cales, et rajouter ensuite le catalogue de prix de l'expert, parce qu'en fait ici c'est un gaz contrôle survey pour les déchargements de produits agro. Ça permet de vérifier la teneur en gaz toxique de la cargaison, qui est maintenue dans un espace confiné en cale, donc qui peut produire des gaz toxiques. Si c'est fumigé avec de la phosphine, et si c'est pas fumigé, il y a quand même le souci du monoxyde de carbone. Une fois qu'on a ajouté donc ce bateau, il me semble qu'il a 5 cales. Voilà. Bon, c'est juste pour l'exemple, hein, si c'est pas tout à fait exact pour ce cas précis, c'est pas grave. Donc on a un total qui s'affiche. On vérifie en général que c'est raccord avec les précédentes demandes qu'on a pu avoir, pour avoir une idée de si on n'a pas fait de grosses erreurs dans la réponse. Mais voilà, donc une fois qu'avec un peu d'expérience, on se rend vite compte si l'ordre de grandeur du montant est correct ou pas. Généralement, une des erreurs qui peut arriver, c'est voilà, donc il faut faire attention à la façon dont on sépare les décimales, notamment. Ici, 169,370 sur Excel, il ne faut pas mettre la virgule littéralement. Il faut bien mettre, en tout cas taper sur point, et ça va indiquer une virgule automatiquement. Que si on met la virgule manuellement, on va pas obtenir la même chose. Donc voilà. Et voilà. Donc, et au niveau du deadweight par exemple, faire attention à ne jamais séparer les milliers avec une virgule ou un point, comme ça peut parfois apparaître dans les demandes. Donc si on fait un copier-coller notamment, faire attention à bien enlever le point ou la virgule, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit entre les différents milliers, pour éviter les erreurs de frappe et que le calcul se fasse mal. Voilà, donc une fois que tout ça c'est ok, on a donc finalisé le proforma.